Stonehenge, la pyramide de Khéops, Göbekli Tepe, qu'ont tous ces sites en commun? Ils datent de plusieurs millénaires et on ne les comprend toujours pas vraiment. Mais ce que les scientifiques viennent de découvrir montre qu'il va peut-être falloir réécrire complètement l'histoire de l'humanité. On va s'y intéresser aujourd'hui et on commence tout de suite. Dis-moi tout de suite ce que tu en penses. L'histoire de l'humanité serait-elle bien différente de ce qu'on croit? J'ai hâte de connaître ton avis. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment idéal. Si tu es déjà abonné, tu peux vraiment aider cette vidéo en cliquant sur « J'aime ». 5000 j'aime devraient faire forte impression sur l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup à tous. Bon, et maintenant, on commence par un site qui rend les chercheurs fous depuis des siècles, Stonehenge. Stonehenge est composé de différents types de pierres. Les plus grosses sont ce qu'on appelle les Sarsen Stones, qui proviennent des environs. Ensuite, il y a les Blue Stones, qui viennent du pays de Galles, à environ 230 km de là. Et enfin, l'Altar Stone, un bloc de grès de 6 tonnes. Cette pierre est particulièrement mystérieuse, car ce n'est qu'en 2024 que les chercheurs ont découvert qu'elle venait d'Écosse, à plus de 700 km de Stonehenge. La question se pose donc, comment cette pierre est-elle arrivée là? Deux théories s'opposaient. La première théorie dit que les hommes du néolithique ont transporté les pierres au prix d'un effort incroyable, peut-être sur des troncs d'arbres ou avec des radeaux. La deuxième théorie semble plus plausible à première vue. Les glaciers auraient poussé les pierres vers le sud pendant la période glaciaire et les auraient déposées dans le sud de l'Angleterre sous forme de ce qu'on appelle des blocs erratiques. Nos ancêtres de l'âge de pierre auraient alors simplement trouvé les pierres et les auraient utilisées sur place. Cette théorie des glaciers avait ses adeptes. Après tout, il y a eu plusieurs périodes glaciaires au Pléistocène. Mais est-ce vraiment vrai? Une équipe de chercheurs de l'université Curtin en Australie s'est posé exactement cette question et a eu une idée géniale pour y répondre. Si les glaciers avaient vraiment transporté des roches massives depuis l'Écosse ou le pays de Galles jusqu'au sud de l'Angleterre, ils auraient dû laisser une trace minéralogique claire, de minuscules grains en route vers leur destination que l'on pourrait dater avec précision. Les chercheurs se sont donc mis en quête de preuves. Ils ont prélevé des échantillons dans les rivières autour de Stonehenge et ont analysé les grains minéraux qu'ils contenaient. Les cristaux de zircon se sont révélés particulièrement intéressants. Le zircon fait partie des matériaux les plus résistants sur Terre et peut se conserver pendant des millions d'années. Dans les laboratoires modernes de l'université Curtin, les chercheurs ont effectué des mesures précises et analysé l'âge des cristaux de zircon. Ils ont trouvé dans les sables fluviaux autour de Stonehenge des cristaux de zircon âgés de 3,4 à 285 millions d'années. Cet âge correspond parfaitement aux roches du nord de la Grande-Bretagne, plus précisément à ce qu'on appelle la croûte lorrainienne. Mais c'est là le point crucial, ces cristaux ne proviennent pas d'un transport glaciaire direct, mais ont été dispersés sur de longues périodes par l'érosion naturelle et la sédimentation. Ça rend l'explication alternative selon laquelle ce sont les humains qui ont déplacé les pierres bien plus plausible. L'étude montre clairement que la composition minéralogique des sédiments autour de Stonehenge n'est pas compatible avec l'hypothèse glaciaire. Si d'énormes courants de glace avaient effectivement poussé des blocs de roche depuis l'Écosse ou le pays de Galles jusqu'au sud de l'Angleterre, on devrait y trouver une trace caractéristique de cristaux de zircon vieux d'environ 464 millions d'années. Au lieu de ça, les données montrent que les grains minéraux proviennent de sédiments déplacés localement, principalement de la formation de Tarnet, une couche rocheuse du Paléocène inférieur dans le bassin de Londres. Ces sédiments ont été redistribués à maintes reprises au cours de millions d'années, mais pas par des glaciers. Mais comment exactement les gens de l'époque ont déplacé ces blocs de pierre reste un mystère. Certains pensent que les pierres auraient pu être amenées par bateau depuis l'Écosse ou le pays de Galles, ou qu'elles auraient pu être transportées par voie terrestre à l'aide de troncs d'arbres roulants. Imagine un peu que tu doives transporter une pierre de 6 tonnes sur plus de 700 km sans aucune technologie moderne. Pas de grue, pas de camion, pas de route au sens moderne du terme. Juste de la force musculaire, des cordes, peut-être des radeaux et beaucoup d'endurance. Les hommes du néolithique devaient avoir une motivation incroyable pour relever ce défi. Cela suggère que ces lieux revêtaient une importance particulière pour les constructeurs. Peut-être que les lieux d'origine des pierres étaient des sites sacrés ou avaient une signification spirituelle. En tout cas, les efforts déployés pour aller chercher précisément ces pierres montrent clairement que Stonehenge était bien plus qu'un simple ouvrage pratique. Ça explique que le site avait probablement plusieurs fonctions, comme temple, comme calendrier, peut-être même comme lieu de rassemblement pour des fêtes. Pour poser et répondre à ce genre de questions, il faut s'appuyer sur différentes sources d'informations et cette étude ajoute une pièce importante au puzzle dans le contexte global.
Passons à un autre édifice ancestral, la pyramide de Khéops. On estime qu'elle a environ 4600 ans. Elle est extrêmement célèbre et sa datation est en fait assez bien établie. En fait, imagine un peu que tout ce qu'on croit savoir sur les pyramides soit faux. Selon la doctrine courante, la pyramide de Khéops aurait été construite il y a environ 4600 ans. Alberto Donini, ingénieur de l'université de Bologne en Italie, a présenté une étude controversée qui affirme que la pyramide de Khéops aurait pu être construite il y a bien plus de 20 000 ans. Mais comment Donini en arrive-t-il à cette affirmation? Sa méthode s'appelle la Relative Erosion Method, ou REM. Le principe de base est relativement simple. Donini a mesuré l'érosion, c'est-à-dire l'altération des pierres. Il a notamment comparé le degré d'altération des pierres exposées aux éléments depuis la construction de la pyramide avec celui des pierres qui ne sont à l'air libre que depuis environ 675 ans. Pourquoi 675 ans? À l'origine, les pyramides étaient en effet recouvertes de dalles de calcaire lisses et blanches qui, dit-on, brillaient littéralement au soleil. Mais vint ensuite le terrible tremblement de terre de Crète en 1303 qui secoua également l'Égypte et délogea bon nombre de ces dalles de revêtement. Au cours des décennies suivantes, ces pierres furent systématiquement retirées et utilisées pour la reconstruction du Caire. Seuls quelques blocs de revêtement sont encore conservés aujourd'hui à la base de la pyramide de Khéops et près du sommet de la pyramide de Khéphren. Donini a examiné les pierres qui se trouvaient sous ce revêtement et qui ne sont mises à nu que depuis environ 675 ans. Il les a comparées aux pierres voisines, qui ont été exposées en permanence au vent, aux intempéries et au sable depuis la construction de la pyramide. Son raisonnement est le suivant. Si je sais à quel point une pierre s'est érodée en 675 ans, je peux calculer, à partir du rapport avec l'érosion totale, depuis combien de temps l'autre pierre est exposée aux éléments, c'est-à-dire quel est l'âge réel de la pyramide. Donini a effectué des mesures à 12 endroits différents, principalement autour de la base de la pyramide de Khéops. Il a étudié deux types d'érosion. D'une part, ce qu'on appelle l'érosion par piqûre, c'est-à-dire de petites cavités et des trous dans la roche, et d'autre part, l'usure uniforme, où toute la surface est érodée de manière régulière. Ces calculs ont donné des résultats parfois spectaculaires. À certains points de mesure, l'âge était de 50 000 ans, à d'autres seulement d'environ 5 700 ans. En faisant la moyenne des 12 points de mesure, il est finalement arrivé à 24 941 ans. Si c'était vrai, on aurait affaire à une civilisation avancée totalement inconnue, capable de réaliser de tels chefs-d'œuvre architecturaux il y a déjà plus de 20 000 ans. Mais avant de jeter tous nos livres d'histoire, on ferait bien d'examiner la question d'un œil un peu plus critique. Car l'étude de Donini présente quelques failles qu'il reconnaît d'ailleurs lui-même en partie. Premièrement, la méthode part du principe que l'érosion est constante, c'est-à-dire qu'une pierre s'érode toujours de la même quantité par siècle. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il y a des milliers d'années, le climat en Égypte était nettement plus humide qu'aujourd'hui. Plus d'humidité signifie aussi plus d'érosion. Si les pierres se sont donc érodées plus rapidement dans le passé qu'au cours des 675 dernières années, cela conduirait à une surestimation massive de leur âge. Deuxièmement, les pyramides ont été en partie recouvertes de sable pendant de longues périodes. Le Sphinx, par exemple, a été enfoui jusqu'au cou dans le sable du désert pendant des siècles. Mais si des parties de la base des pyramides ont également été recouvertes de sable par moments, elles ont été protégées de l'érosion. Et ça aussi, ça chamboulerait complètement le calcul. Troisièmement, Donini admet lui-même que le tourisme de masse moderne a considérablement accéléré l'usure. Des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes se promènent chaque jour autour des pyramides. À cela s'ajoute la pollution atmosphérique et les pluies acides, autant de facteurs qui n'existaient pas sous cette forme dans l'Antiquité. Et quatrièmement, on dispose déjà de méthodes très fiables pour déterminer l'âge des pyramides. D'une part, l'archéologie classique, les découvertes de céramique par exemple. Toutes les céramiques qu'on trouve à Gizeh ressemblent à celles de l'époque de Khéops, de Khéphren et de Mykérinos, les rois qui ont construit ces pyramides sous la 4e dynastie. D'autre part, on a la datation au carbone 14. Cette méthode a été appliquée à des graines et à du matériel végétal trouvé dans et autour des pyramides. Et voilà, la datation au radiocarbone confirme assez précisément ce que les archéologues avaient estimé. Les pyramides ont été construites vers 2600 avant Jésus-Christ. Ces méthodes bien établies sont très fiables et même plus fiables que la mesure de l'érosion, je dirais, qui peut être influencée par tant de facteurs. Donini lui-même admet que ces résultats n'indiquent que l'ordre de grandeur de la période de construction, et non une date précise. Et oui, je suis désolé de devoir encore jouer les rabat-joie ici. Je trouve quand même passionnant que quelqu'un se penche sur des méthodes de datation alternatives.
Et puisque nous sommes en Égypte, examinons de plus près l'emplacement des pyramides de Gizeh. Comme on le sait, la vitesse de la lumière n'est pas un chiffre quelconque, mais l'une des constantes les plus fondamentales de notre univers. Dans le vide, elle est exactement de 299 792 458 mètres par seconde, et rien ne peut se déplacer plus vite. La lumière elle-même, c'est-à-dire les photons, atteint exactement cette vitesse, quelle que soit la direction d'où elle vient ou qui la mesure. Cette limite s'applique aussi à toute forme d'information dans l'univers. C'est en quelque sorte la limite de vitesse absolue de la réalité. Et voilà le truc, la latitude de la pyramide de Khéops correspond exactement à cette constante naturelle. Mais comme d'habitude, je dois encore jouer les rabat-joie. Tout d'abord, les anciens Égyptiens ne mesuraient pas du tout les distances en mètres comme nous le faisons aujourd'hui. Si les Égyptiens avaient mesuré la vitesse de la lumière, ils l'auraient fait en coudées, qui sont environ 2 fois plus longues que notre mètre. Avec cette valeur, on se retrouverait alors quelque part en Russie occidentale. De plus, notre système moderne, qui consiste à indiquer les lieux sur Terre par leur latitude en degrés décimaux, n'est pas non plus né dans l'Antiquité, mais seulement dans la seconde moitié du XXe siècle. Et la position de la pyramide ne correspond pas tout à fait non plus. La grande pyramide n'est pas un point, c'est un édifice gigantesque. Selon le côté d'où tu mesures, tu obtiens facilement des latitudes légèrement différentes. Bref, il faut ajuster un tout petit peu le chiffre pour qu'il colle. Que les anciens Égyptiens aient connu la valeur exacte de la vitesse de la lumière, ce serait non seulement impressionnant, mais aussi pratiquement impossible. Mais ce qui est vraiment fascinant et ce que je vais te montrer maintenant, ce n'est pas une théorie trouvée sur Internet, c'est de la vraie science d'actualité. Tu connais la pyramide de Mykérinos? C'est la plus petite des 3 grandes pyramides de Gizeh. Avec une hauteur initiale d'environ 65 mètres, c'est certes toujours un édifice monumental, mais comparé à ses gigantesques voisines, elle semble plutôt insignifiante. Alors que celle de Khéops est régulièrement scrutée à l'aide de tomographes, de drones et de toutes sortes de gadgets high-tech, la pyramide de Mykérinos est restée plutôt en marge de l'intérêt. Le réseau de recherche Scan Pyramids a voulu changer ça, et ce qu'ils ont découvert est impressionnant. La partie de la pyramide de Mykérinos est recouverte de blocs de granit. À l'origine, il était prévu d'en recouvrir toute la surface extérieure, mais pour des raisons inexpliquées, seules les 7 rangées du bas ont été conservées. Entre ces blocs de granit, on trouve 2 zones qui sont remarquablement lisses et travaillées avec précision. Tout aussi précises que les blocs autour de l'entrée principale sur le côté nord. Y aurait-il une deuxième entrée à cet endroit? Pour le découvrir, les chercheurs ont eu recours à tout un arsenal de méthodes de mesure non invasives. Ils ont utilisé un géoradar, des tests par ultrasons et comme méthode décisive, ce qu'on appelle la tomographie par résistance électrique. Le principe est simple, on envoie de faibles impulsions électriques à travers la roche et on mesure l'intensité de la résistance électrique à différents endroits. L'air conduit moins bien le courant que la roche solide, donc une résistance élevée indique la présence d'une cavité. Et c'est exactement ce qu'ont montré les appareils de mesure. Juste derrière les blocs de granit particulièrement bien polis du côté est, 2 anomalies distinctes. Les chercheurs les appellent simplement A1 et A2. L'anomalie A1 mesure environ 1,5 m sur 1 mètre et commence à environ 1,35 m de profondeur. A2 est un peu plus petite, environ 90 sur 70 cm, et se trouve juste sous la surface. Les deux semblent être remplis d'air, ce qui indiquerait des cavités cachées dans la pyramide de Mykérinos. Les méthodes de mesure ont toutefois une profondeur de pénétration limitée. On ne peut donc pas encore dire jusqu'où ces cavités s'étendent à l'intérieur de la pyramide. Ce sont des anomalies, pas des certitudes. On ne sait pas encore exactement ce que les chercheurs vont trouver derrière ces blocs de granit. Peut-être un couloir, peut-être une chambre, peut-être juste une irrégularité géologique. Mais le simple fait qu'en 2026, on puisse encore faire de nouvelles découvertes dans un édifice vieux de 4500 ans, un édifice que des millions de personnes visitent chaque année, c'est ça qui est vraiment fascinant. Mais quittons maintenant l'Égypte pour nous rendre en Turquie, plus précisément à Göbekli Tepe. Les cercles de pierre monumentaux qui s'y trouvent ont environ 11 500 ans, soit plus du double de l'âge de Stonehenge et sont plus anciens que les pyramides. Göbekli Tepe signifie colline ventrue en turc. Pendant des millénaires, tout le monde pensait que c'était juste une colline, avec des moutons dessus. Dans les années 1960, une équipe d'anthropologues a supposé qu'il s'agissait d'une sorte de cimetière médiéval. Pendant près de 30 ans, personne ne s'est plus intéressé à cette colline, jusqu'à ce qu'en 1994, l'archéologue allemand Klaus Schmidt
lise les anciens rapports et sois intrigué. En 1995, Schmidt a commencé les fouilles avec 5 collègues. Sous la surface de la colline, ils ont trouvé d'énormes piliers de pierre en forme de T. Certains mesuraient plus de 5 mètres de haut et pesaient jusqu'à 10 tonnes. Et ils étaient finement sculptés, décorés de reliefs représentant des renards, des lions, des scorpions, des serpents et des oiseaux. Les chercheurs ont certes trouvé des outils en pierre, mais aucun signe de peuplement. À la place, ils ont découvert des dizaines de milliers d'os d'animaux sauvages. La datation au carbone 14 a montré que ces structures datent d'environ 11 500 ans. C'est 2 fois plus vieux que Stonehenge, 2 fois plus vieux que les pyramides de Gizeh. D'après tout ce qu'on croyait savoir sur l'histoire de l'humanité, Göbekli Tepe ne devrait même pas exister. Stonehenge a été construit par des agriculteurs sédentaires, les pyramides par une société agricole, et puis Göbekli Tepe est arrivé et a complètement bouleversé les théories courantes, car il a été construit par des chasseurs-cueilleurs, par des gens qui ne s'étaient pas sédentarisés, qui n'avaient même pas d'outils en métal. Klaus Schmidt en était convaincu. C'est un centre religieux vers lequel des groupes nomades de toute la région faisaient le pèlerinage pour y célébrer des rituels. De petits groupes de chasseurs-cueilleurs ont créé ces cercles de pierre monumentaux avec des piliers pesant 10 tonnes, sans aucun animal de bas, sans outils en métal, juste à la force des bras et avec de l'habileté. Schmidt a découvert que le site se composait de plusieurs couches. La plus ancienne date d'environ 8300 à 7500 avant Jésus-Christ et se compose de grands ensembles circulaires. La couche plus récente est environ 1000 ans plus jeune et comporte des structures rectangulaires plus petites. Les structures les plus anciennes ont apparemment été recouvertes de terre intentionnellement. Quelqu'un a enterré ces immenses cercles de pierre sous des tonnes de terre. La disposition géométrique est particulièrement fascinante. En 2020, des chercheurs ont analysé l'architecture à l'aide d'algorithmes informatiques et ont découvert que 3 des cercles de pierre formaient un triangle presque parfait dont les côtés mesuraient 19 mètres. Schmidt lui-même pensait que Göbekli Tepe était un lieu de pèlerinage où affluaient des gens de toute la région. Les dizaines de milliers d'os d'animaux qui ont été retrouvés sont peut-être les restes de sacrifices rituels ou la preuve de grands festins ou les deux. Lorsqu'en 2017, il a fallu construire un immense auvent au-dessus du site, les archéologues ont dû creuser beaucoup plus profondément que jamais auparavant. Et ils ont fait une découverte inattendue. Des traces de maisons et d'une occupation durable. Une immense citerne, des canaux pour l'eau de pluie et des milliers d'outils pour le travail des céréales. Et c'est ce que ça veut dire que l'idée de départ était fausse? Non. Car les constructeurs de Göbekli Tepe ne vivaient toujours pas dans une société agricole. Les gens faisaient certes des expériences avec des plantes, mais ils étaient encore principalement des chasseurs-cueilleurs. Göbekli Tepe était peut-être une dernière tentative d'une société de chasseurs-cueilleurs pour préserver son mode de vie, alors que d'autres groupes domestiquaient déjà des animaux et cultivaient des plantes. En effet, bon nombre des animaux représentés n'étaient pas du tout originaires de la région. Il s'agissait de créatures particulières dotées d'une importance symbolique. Les archéologues turcs ont depuis découvert des dizaines de sites similaires dans la région, tous dotés de piliers en forme de T datant de la même époque. Ce que tous ces sites ont en commun, ils ont tous été délibérément enterrés et abandonnés à un moment donné. On ne saura peut-être jamais pourquoi cela s'est produit. En 2017, 2 chercheurs ont affirmé que les représentations d'animaux correspondaient à des constellations et que la pierre du vautour pourrait être un repère temporel pour l'impact d'une comète il y a 13 000 ans. Après plus de 25 ans de fouilles, il y a pourtant plus de questions que de réponses. Qui étaient ces gens? Quels rituels pratiquaient-ils? Pourquoi ont-ils construit ces structures pour ensuite les enterrer? Mais une chose est sûre, ces gens nous ressemblaient plus qu'on ne le pensait. Ils avaient des sociétés complexes, des croyances religieuses, des visions artistiques, et ils ont créé quelque chose qui allait perdurer pendant 11 500 ans. Et pour finir, une découverte archéologique qui est peut-être la plus mystérieuse de toutes. Dans la grotte de Tarka Kori, au sud-ouest de la Libye, au cœur du Sahara actuel, des archéologues ont découvert plusieurs momies. Pas n'importe quelle momie, mais bien sûr les corps momifiés de 2 femmes qui ont vécu il y a environ 7000 ans. Ce qui est fou, c'est que ces momies n'ont pas été momifiées artificiellement, mais que la chaleur sèche du désert les a parfaitement conservées. Ces 2 femmes étaient des bergères de ce qu'on appelle l'ère néolithique pastorale. À l'époque, quand le Sahara était encore vert, ces gens vivaient dans un monde complètement différent de celui qu'on peut imaginer aujourd'hui. Une équipe dirigée par Nada Salem de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive a analysé l'ADN de ces momies, et ce qu'ils ont découvert a époustouflé tout le monde. L'ADN ne correspond à aucun groupe de population vivant aujourd'hui. L'ADN se dégrade normalement très rapidement dans les climats chauds et secs. C'est pourquoi on en sait si peu sur l'histoire génétique de l'évolution humaine au Sahara. Mais ces 2 femmes ont été si parfaitement conservées que les chercheurs ont pu extraire suffisamment de fragments d'ADN. À partir d'une racine dentaire et de 2 fragments de péroné, ils ont analysé des millions de marqueurs génétiques. L'ADN montre
que ces Takakori appartiennent à une lignée nord-africaine totalement inconnue. Cette lignée s'est séparée des lignées africaines subsahariennes il y a environ 60 000 ans, donc à peu près au moment où les humains modernes ont quitté l'Afrique. À l'époque, les Takakori sont restés presque totalement isolés. Il y a environ 14 500 et 5 000 ans, le Sahara s'est transformé, sous l'effet de fortes pluies de mousson, en un immense paysage de savane parsemé de lacs, de rivières et de prairies. Là où il n'y a aujourd'hui que du sable, vivaient à l'époque des humains, des animaux sauvages et de grands troupeaux de bovins. Des peintures rupestres montrent même des groupes en train de nager et de chasser. Ce climat humide a fait de l'Afrique du Nord un corridor habitable qui a rendu possible la migration, l'élevage et les premières cultures. Et malgré cet environnement verdoyant, il n'y a pratiquement pas eu d'échange génétique entre l'Afrique du Nord et la région subsaharienne. Comment est-ce possible? Les chercheurs ont une théorie. Le Sahara était certes vert, mais pas uniforme. Il y avait différents écosystèmes. Des prairies, des zones humides, des forêts, des lacs, des montagnes, des savanes, et cette diversité a probablement conduit à des habitats fragmentés. Associé aux barrières sociales et culturelles ainsi qu'à la répartition géographique de la population, cela a limité le flux génétique. Les scientifiques ont toutefois pu mettre en évidence une influence génétique. Les Takakori possèdent de l'ADN néandertalien, beaucoup moins que d'autres populations hors d'Afrique, certes, mais nettement plus que les génomes subsahariens contemporains. Ça prouve que ce groupe était certes isolé, mais pas complètement coupé du reste du monde. Mis à part cette faible influence génétique néandertalienne, ils vivaient principalement isolés des autres populations. Et malgré cet isolement et l'absence d'échanges génétiques, il y a eu des influences culturelles et technologiques. Sur le site de la découverte, on trouve déjà des traces d'élevage datant d'il y a 8300 ans, l'une des plus anciennes preuves dans le Sahara central. L'ADN montre cependant que ce mode de vie n'est pas né de groupes immigrés, mais s'est surtout propagé culturellement. On voit donc que la culture et les gènes ne voyagent pas toujours ensemble. Et qu'est-il advenu de ces gens? Le Sahara vert s'est asséché il y a environ 5000 ans. La sécheresse croissante a contraint les populations à migrer vers le nord, vers la Méditerranée ou vers le sud dans la région du Sahel. On retrouve encore aujourd'hui cette trace génétique chez les bergers peuls. Un groupe de bergers peuls issus de 8 pays du Sahel présente une affinité génétique accrue avec les Takakori. Ça veut dire que les descendants de ce mystérieux peuple nord-africain vivent encore aujourd'hui. Ils se sont finalement mélangés à d'autres groupes. Cette découverte est vraiment remarquable d'un point de vue historique et a des répercussions sur notre compréhension de l'évolution humaine. Le Sahara a joué un rôle important dans la structuration des populations africaines pendant des millénaires. Non seulement en tant que barrière, mais aussi en tant qu'habitat fragmenté, offrant de nombreuses niches écologiques différentes. Et le plus fou, c'est que d'un point de vue géologique, tout cela ne remonte pas à si longtemps. Et pourtant, le passé et l'évolution de notre propre espèce restent pour nous aujourd'hui un si grand mystère. Notre passé est bien plus complexe et surprenant qu'on ne l'aurait jamais imaginé. Et chaque nouvelle découverte nous montre clairement qu'on n'en est encore qu'au début. Si tu ne veux pas rater les prochaines découvertes, pense à t'abonner à la chaîne dès maintenant et n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et maintenant, partons pour une autre région passionnante, la Sibérie. En Russie, d'énormes cratères apparaissent soudainement, certains mesurant plus de 100 mètres de profondeur. Sont-ils apparus comme par magie et libèrent-ils quelque chose du pergélisol qui pourrait être très dangereux pour nous? On t'explique ce qui se cache derrière tout ça et ce que ça signifie pour l'avenir dans la vidéo en haut à droite. En bas à droite, un autre sujet sur l'espace et la science. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis!